démarre, la redémarre dans 10 minutes. Alors, c'était quoi où c'est sorti? Ça vient de biper, je ne sais pas pourquoi. Bah non, je te vois pas. Moi, je te vois. Bah oui, mais moi, je te vois pas. Ah, ça y est, voilà, ça y est, hop, hop, hop. Je te vois plus. C'est bien parce que je te vois plus. Voilà, ça y est. Voilà. Ok. Et bonjour Caroline. Bonjour. Donc on a fait les différents calages et puis là donc on a lancé les mails pour que les inscrits puissent maintenant se connecter. Et puis le Facebook Live aussi. Donc on attend vraiment 19 h pour démarrer. Ouais. Du coup, qu'est-ce qui commence? C'est vous, c'est ça? Alors c'est Richard qui va commencer avec la présentation. D'accord. Et après, du coup, c'est vous. Et après, c'est Draguignan, c'est qui? Alors d'abord donc c'est Richard, ensuite c'est Agathe. Ah oui. Après c'est Pascal et Maëva. D'accord. Ce sera après donc ce sera Lyon. Après ce sera vous avec Anne-Marie. Ouais. Draguignan ensuite. Et puis nous, Elisabeth, nous terminons avant la partie de questions-réponses. Ok, ça marche. À tout de suite. À tout de suite. Roselyne, c'est toi qui fais l'enregistrement aussi? Alors, l'enregistrement est sur Zoom, oui, et puis sur le Facebook. Mais tu as lancé l'enregistrement sur Zoom? Et puis le live? Oui, non, mais oui, ça enregistre là maintenant sur Zoom. Oui, tout à fait. Ouais, bien. Ok, parfait. Bon, bah, tout de suite, hein, Tout de suite. dans 2 minutes, je reviens. Ok. Ça va déborder un peu. Ah, ça m'aurait étonné. La musique de Michel Mouton. Non. Allez, je te ferme parce que je suis écœurée par ton. Je suis écœurée par ton alcoolisme. J'ai coupé mon micro.
Non. Marie. Est-ce qu'on peut voir, comme pour Lyon, le nombre de participants qui arrivent? On est à 19, hein. Il n'y a que vous qui le voyez? C'est possible. Nous, on ne voit rien. Hein. Ouais, mais c'est possible. Hein. On ne voit rien. Nous. Il suffit de regarder sur la barre d'en bas le nombre de participants qui s'affiche sur la barre Où d'outils. c'est indiqué participants, vous avez le nombre qui s'affiche. Oui. Roselyne? Exact, c'est vrai. Ouais. Oui, oui, en effet. Oui, oui. Oui, Agathe. Pardon, excusez-moi de vous déranger. J'ai reçu 2 messages sur le téléphone de Camille France de 2 personnes qui n'ont pas encore de lien de la réunion Zoom et qui s'inquiètent un petit peu. Ils ont été tous envoyés. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui s'inscrivent probablement en même temps que je suis en train d'admettre les autres. Ah, d'accord. Je D'accord. vais... Ah, il y a je vais Bernard déjà- Longin qui a dit que ça y est, ça venait d'arriver, et Ouais. Anne-Sophie Beauchamp qui n'a pas encore reçu, mais peut-être qu'elle Ouais, est en train de le recevoir. C'est parti aussi, parce qu'elle faisait partie des dernières inscrites, là. D'accord. Donc, c'est parti. Ok. Super, merci beaucoup. Peut-être pouvez-vous penser à couper vos micros quand vous ne parlez pas, ou que ça fasse peu de bruit parasite. Elisabeth, si tu m'entends, il faudra départager quand on donnera le top départ pour que je puisse partager. Oui, tout à fait, je t'ai entendu. Tu me donnes le top départ. Tout à fait, j'arrêterai de partager. OK. Bon, bah, c'est bon, il est 19 h, on peut... Oui, donc j'arrête. Ok. Bien. Bien. Bien, bonjour à toutes et à tous.
Je me présente, je suis Richard Matisse, je suis président de Gynécologie sans frontières. Et au nom de Gynécologie sans frontières, tout d'abord, je tenais à vous souhaiter nos meilleurs vœux pour l'année 2021 qui, nous espérons, sera plus propice à reprendre une activité humanitaire. Alors, quelques conseils pour que cette conférence se déroule bien. Merci de bien vouloir éteindre vos caméras pour les participants et vos micros, de manière à laisser les caméras des intervenants allumées. Cette session est enregistrée sur Zoom. Elle passe en direct aussi sur Facebook Live, sur la page Gynécologie sans frontières. Il y aura un espace de temps pour un temps pour les questions-réponses en fin de colloque, en fin de conférence. Mais pendant toute la conférence, vous pouvez vous servir du chat pour poser des questions. Donc, je vous montre le programme. Ça commence. Voilà. Donc, après un bref rappel sur l'historique de cette mission, on va vous présenter la plateforme de la mission CAMI France, puis 4 exemples de spots ou de lieux dans les régions de France, dans le Nord, à Lyon, à Paris et à Draguignan, de la mise en place de cette plateforme. Et enfin, comment pouvoir nous rejoindre et s'impliquer dans cette mission et comment s'impliquer avec GSF pour venir en aide aux femmes en exil. Et après, donc, il y aura un espace pour les questions et les réponses. Donc, cette mission a commencé au départ par une interpellation d'une sage-femme de Saint-Omer qui, au retour d'une mission de gynécologie sans frontières en Jordanie, dans un camp de réfugiés syriens, nous a interpellés puisque près de chez elle, à Nord-en-Fonte, il y avait exactement la même problématique avec un camp de réfugiés et se demandait pourquoi Gynécologie sans frontières intervenait en Jordanie et non pas en France pour où il y avait les mêmes problématiques. Où? Ouais, Donc, je vois qu'il est là. il faudrait éteindre les micros là, pour les gens qui viennent d'arriver. C'est 1 heure normalement. Hein. C'est 1 heure. Il faudrait éteindre vos micros. Moi, j'ai plus rien pour. Je sais pas, tu peux essayer de parler. Puis... Excusez-moi. Donc, nous avions la connaissance avant des camps. Pour travailler dessus. Alors. Ceux-là? Ouais, je peux. Ben oui. S'il vous plaît, il faudrait éteindre vos micros, les participants. Donc, comme nous étions face à cette, comme tout le monde, nous connaissions les souris avec ça. Je ne suis pas sûre. Le 96 17 21, il faudrait qu'il éteigne son. J'entends pas. Regarde, j'entends pas. J'entends pas. Mais elle parlait et je n'entendais pas. Désactiver le son. La personne intitulée 96 17 21 et serait gentille de couper son micro. Merci. Elisabeth. Bref, donc, c'est un peu perturbant. Voilà, on a fait une mission exploratoire et je vais sans plus tarder vous montrer quelques images de cette mission qu'on appelle CAMI Nord, des camps de migrants dans le Nord, permettre de voir. 83 participants. Pas le administrateur, pas le. Voilà, je vous lance le film. Il y a un chat. Désactive le son, là. 86 participants. Voilà, donc là, vous voyez, je vous envoie un film et. Comme vous pouvez le voir, donc on a été surpris par ces camps qui étaient dans la boue. Ce sont des jungles, la jungle de Calais et la jungle de Grande-Sainte.
Donc là, c'est le camp de Baroque, le quartier de Baroque à Grande-Synthe. Ce n'est pas un camp abandonné. Il y a des gens qui vivent dans ces tentes. Donc la nuit, ils essayent de passer par la Manche pour rejoindre l'Angleterre. Et la journée, donc ils dorment là-dedans, dans ces tentes. Et sinon, le reste du temps, dans la journée, la problématique est de se laver et d'avoir un repas. On est assez étonné, compte tenu du contexte, de voir que ces personnes gardent une certaine dignité, avec une certaine propreté. On se demande comment ils peuvent réussir à rester bien rasés, coiffés, habillés relativement proprement, en vivant dans cet univers de boue. Alors, on a vu qu'effectivement, il y avait des femmes. Au départ, on estimait à 10% la représentation féminine de la population. Mais finalement, selon les camps, il y avait beaucoup plus de femmes. Par exemple, à Grande-Synthe, on pouvait avoir jusqu'à 30-40% de femmes et des enfants. Donc, on a décidé, en voyant tout cela, de monter cette mission Camp de migrants dans le Nord pour venir en aide aux femmes en détresse dans les camps. Ça, c'est le camp de la Linière qui a été construit par le maire de Grande-Synthe et Médecins sans frontières pour remplacer le camp de Baroque. Et là, c'est un camp réellement aux normes humanitaires, assez sec, avec des infrastructures qui nous permettaient de pouvoir aller près des patients de façon plus confortable. Il n'y avait pas que Calais et Grande-Synthe, il y avait aussi Stanford, Angres, Nord-en-Fonte et d'autres camps qui ont ouvert et fermé. À Nord-en-Fonte, c'est un médecin généraliste et une infirmière qui nous mettait à notre disposition cette petite caravane pour pouvoir recevoir les patients. Voilà, donc nous avons fait cette mission pendant 3 ans avec, dans l'idée de conserver notre éthique qui est de ne pas se substituer, mais de venir en complément et de profiter des structures existantes, que ce soit en international comme en France. Et en France, les structures sanitaires sont tout à fait correctes. Donc, il ne s'agissait pas de faire des actes médicaux au sein des jungles ou des camps, de faire des accouchements ou des choses comme ça, comme on a pu le faire en Jordanie, mais de faire l'interface entre les professionnels de santé des structures sanitaires environnantes et les femmes des camps, pour leur permettre l'accès aux soins. On allait aussi au-devant de ces femmes par les maraudes pour faire des soins primaires, ce qu'on appelle vulgairement de la bobologie, mais là, il n'est pas nécessaire de déplacer les femmes des camps vers les hôpitaux. On peut faire des traitements sur place, mais il ne s'agit pas d'actes majeurs. Il s'agit de donner quelques médicaments, de la contraception. Et il y a un troisième axe qui est d'organiser des groupes de parole avec les femmes pour sociabiliser, pour faire de la prévention, pour faire de l'éducation à la sexualité, à différentes choses, à l'allaitement. Donc voilà, c'était le type d'action que l'on faisait dans ces jungles. Alors pendant ces 36 mois, on a fait 22 680 actes. En fait, les actes ne sont pas des actes médicaux, ça peut être amener une femme à l'hôpital ou l'accompagner pour une IVG ou donner une contraception, etc. Ça a été opéré pendant 153 missions de 15 jours avec 307 bénévoles de professionnels de santé périnatale et essentiellement à 95% des sages-femmes.
ça s'est déroulé correspond à 5021 journées de bénévolat, soit 24 ans d'un équivalent temps plein, ce qui représente une dépense pour cette mission de 3 ans de 398 962 €, sans aucune aide de l'État ou quasiment infime. Heureusement que nous avions nos partenaires qui sont là en logo, et en particulier les fondations Sanofi, Kering, Raja, mais aussi d'autres fondations, je ne peux pas toutes les citer, qui nous ont permis de mener à bien cette mission. Les jungles ont été démantelées. On sait qu'il n'y a plus la jungle de Calais ni celle de Grande-Synthe. Pour autant, les femmes et les exilés sont toujours présents, mais ils sont plus dispersés dans des mini-jungles, dans des camps ou dans des centres d'accueil. Et on a décidé d'appeler ça ce lieu où on trouve encore des migrants ou des migrantes, des spots. Donc, il y a des spots un peu partout disséminés en France. Et l'idée, donc, après cette mission Caminor, c'était d'étendre tout ce qu'on avait appris comme savoir-faire à Caminor à toute la France. Et on a appelé cette mission CamiFrance, qui a débuté début janvier 2019. Donc, c'est l'extension de Caminor. Et cette mission, elle est orchestrée et organisée autour d'une plateforme de coordination nationale qui est animée par une coordinatrice nationale qui s'appelle Agathe, qui va vous parler donc, et vous présenter la plateforme Femmes Exilées France. Je lui passe donc la parole. Agathe, si tu veux bien. Oui. Alors, bonjour à toutes et tous. Je vais partager mon écran tout de suite. Alors voilà, effectivement, donc, je suis Agathe Bernard, fait partie de l'équipe de coordination de la mission CamiFrance. Et je vais donc du coup vous présenter un petit peu dans les grandes lignes cette mission et son fonctionnement, et notamment le rôle de la coordination, et bien sûr la plateforme Femmes Exilées France qu'on va vous faire découvrir aujourd'hui. Alors, la mission, comme l'a très bien dit Richard, c'est la mission CamiFrance, c'est la prise en charge médico-psychosociale des femmes exilées ou en situation de grande précarité sur tout le territoire national. Actuellement, en ce début d'année 2021, on compte 7 spots actifs que vous voyez en bleu foncé sur la carte, les petits ronds bleu foncé, et 7 spots en développement à des niveaux différents, mais qui sont en route pour être en place dès 2021, donc dans ce premier trimestre-là. Et puis, donc, ils sont en bleu clair sur la carte. On en décompte un petit peu partout en France. Ces spots-là sont existants grâce à l'initiative des bénévoles GSF qui souhaitent mettre en place des actions au niveau local, dans leur région, dans leur ville, et permettre de se développer un petit peu partout sur le territoire et dans différents départements. Vous pouvez observer sur cette diapositive que dans ces villes-là, des structures sont partenaires de GSF dans lesquelles les bénévoles interviennent, et alors c'est des centres d'hébergement d'urgence, c'est des CADA, donc des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, et les bénévoles GSF se déplacent et interviennent de manière régulière. Cela dépend bien évidemment des structures, des ateliers qui y sont faits, et bien sûr de la disponibilité des bénévoles. Donc en moyenne, c'est 1 fois par mois, afin de proposer un accompagnement à ces femmes. La mission est amenée à se développer, donc même si la ville ou la région n'est pas représentée sur la carte, c'est amené à se développer grâce à l'initiative des bénévoles. Donc, les interventions des bénévoles GSF, je ne vais pas trop rentrer en détail puisqu'on a la chance aujourd'hui d'avoir les bénévoles de 4 spots qui viennent témoigner et qui développeront cette partie-là un petit peu plus en profondeur. Mais voilà, vous avez une première idée de ce que proposent les bénévoles GSF au sein des structures auprès des femmes, autour de la santé de la femme, sur les thèmes de la périnatalité, à travers les ateliers collectifs, les groupes de parole, des entretiens individuels, mais aussi des consultations en gynécologie obstétrique. Et GSF propose aussi des formations des professionnels des structures sur ces mêmes thèmes. Comme vous avez pu le constater, cette mission est nationale, mais est active au niveau local avec des bénévoles de proximité. La démarche, comme l'a dit Richard en premier temps, n'est pas de se substituer aux structures sanitaires existantes, mais bien sûr d'apporter un soutien, du temps, faire le lien entre les femmes et justement les structures déjà existantes, afin d'accompagner dans les démarches de soins ces femmes-là.
Donc, les bénévoles accompagnent et prennent soin des femmes exilées ou en grande précarité. Le rôle de la coordination de Camille France, c'est d'accompagner les bénévoles dans leur démarche à eux et dans leur engagement. Et ce, pour toutes les étapes que cela suppose. Donc, dès la création d'un spot, bien sûr, et puis pour évaluer les besoins de la zone géographique, de faire le lien avec les structures d'accueil pour établir un partenariat, bien sûr aussi pour les animations et les interventions des bénévoles GSF en fournissant des outils, et bien sûr pour le suivi des activités de la mission. Un de ces outils qui a été développé en 2020 par GSF s'appelle donc la plateforme Femmes Exilées France, qui est la plateforme de la mission, qui permet, donc je passe ça, qui est un outil qui rassemble tout le contenu utile et nécessaire pour la prise en charge médico-psychosociale des femmes. Voilà, avant d'en redire un petit mot, je vais tout simplement vous passer la vidéo de présentation qui essaie d'expliquer tous les aspects de cette plateforme et puis on reviendra dessus juste après. La plateforme Femmes Exilées France est créée par Gynécologie sans frontières dans le cadre de... La plateforme Femmes Exilées France est créée par Gynécologie sans frontières dans le cadre de sa mission Camille France. C'est un site internet accessible sur ordinateur, tablette et smartphone et qui dispose de 2 degrés d'accès. Le premier, destiné au grand public qui souhaite s'informer sur les questions liées à la migration et aux violences faites aux femmes. Grâce à une simple inscription par mail, toute personne peut accéder à la rubrique M'informer qui propose une bibliothèque d'informations sur les thèmes suivants. Le parcours migratoire des personnes exilées et le contexte social en France, la prise en charge médico-psychosociale des femmes exilées, femmes enceintes et enfants, les dispositifs d'accueil existants, les démarches administratives et enfin le fonctionnement du système de santé français. La deuxième partie de la plateforme est réservée aux bénévoles GSF engagés dans la mission Camille France. Cette étape permet d'accéder à une documentation dédiée à la prise en charge des femmes exilées, des outils pratiques dans la mise en œuvre d'un spot, sa coordination et son suivi, un réseau social interne afin de créer du lien entre tous les bénévoles Camille France, leur permettant de publier des articles, de les commenter, afin de partager des actualités, des bonnes idées et leur expérience sur le terrain. Rejoignez-nous sur camillefrance.fr et devenez bénévole. À bientôt! Voilà, donc l'inscription sur cette plateforme est très simple. L'accès au grand public se fait simplement par une inscription par mail avec un petit mot de passe et une vérification de cet email-là. Et en revanche, l'accès bénévole, quelques informations supplémentaires sont demandées par un simple formulaire où certains aspects sont intéressants à connaître pour les autres bénévoles et l'équipe GSF. Donc le spot auquel est rattaché ce bénévole-là, depuis quand le bénévole est aux côtés de GSF, la profession, bien évidemment, et puis ensuite quelques informations non obligatoires, mais qui sont toujours sympas de connaître pour l'équipe. C'est voilà, une photo de profil est possible à mettre, les liens sur les réseaux sociaux de chacun. Et voilà, donc grâce à cet accès-là de bénévole, le bénévole a accès à tous les autres profils des bénévoles inscrits sur la plateforme. Ça permet de rassembler toute l'équipe avec le même contenu à disposition qui est amené à évoluer, à être alimenté, bien sûr. Et puis, ça permet, comme je le disais dans la vidéo, de faire le lien entre ces spots qui sont dispatchés un petit peu partout sur le territoire et ainsi partager les expériences de chacun. En résumé, la plateforme centralise tous les outils pour informer, sensibiliser, accompagner les bénévoles qui sont engagés dans la mission Camille France. Ça permet aussi, bien évidemment, avec l'accès grand public, de sensibiliser une plus grande partie de la population, mais cet outil est premièrement destiné aux bénévoles qui accompagnent les femmes exilées afin de bien comprendre les rouages de l'accompagnement médico-psychosocial, et afin de coordonner la mission au niveau national et au niveau local dans tous les spots. Voilà, donc merci pour votre écoute. Je passe la parole à nos bénévoles qui vont témoigner de leur expérience sur le terrain. Et tout d'abord, nous commençons par Camille Nord avec Pascal Robiquet et Maëva, je vous le passe tout de suite.
Bien, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur la plateforme. Alors, moi, je suis Pascale Roubiquet, sage-femme, retraitée et bénévole maintenant depuis le début de la mission Camille Nord, c'est-à-dire depuis 2015. Alors, comment j'en suis arrivée là? Peu de temps avant de prendre ma retraite, j'avais toujours comme idée de faire de l'humanitaire. Et pour moi, l'humanitaire, c'était forcément à l'étranger. Évidemment, j'ai suivi la formation humanitaire en 2014 et en 2015, la mission s'est installée. C'est tout naturellement que je m'y suis engagée. J'ai donc commencé par faire la mission 15 jours, ce que vous avez vu tout à l'heure dans la présentation de Richard. Et c'est tout naturel. Je dois dire que c'est une mission très complexe qui a été qui est violente, on n'en sort pas indemne. Et cette mission, surtout, a nécessité un certain nombre d'ajustements en fonction de la situation des exilés. Voilà, maintenant Maëva, tu peux te présenter. Bonjour tout le monde, moi c'est Maëva, je suis sage-femme également comme Pascal. Moi je travaille maintenant depuis quelques semaines à la PMI d'Armentières et je travaillais quelques années avant à l'hôpital. Et je suis bénévole depuis 2016, donc peu de temps après le début de la mission. Comme l'a dit Pascal, c'est une mission qui nous a demandé beaucoup d'adaptation et beaucoup de flexibilité, mais qui est pour moi une très belle expérience et qui m'apporte beaucoup de choses, notamment beaucoup de rencontres, que ce soit auprès des bénévoles ou auprès des personnes que l'on a pu suivre ou qu'on suit encore, et beaucoup d'assurance aussi et d'ouverture d'esprit de façon générale. Pour ce qu'on fait, nous, sur le Nord, là, actuellement, on a il y a eu pas mal... Ah bah là, pardon, excuse-moi Pascal, c'est toi qui dois passer à l'étape d'après. Alors déjà, il faut faire un point sur où sont les exilés dans les Hauts-de-France. Donc depuis les démantèlements des jungles de Calais et de Grande-Synthe, les exilés sont répartis un peu partout sur le territoire des Hauts-de-France, en particulier dans des structures d'hébergement, des CAO, des centres d'accueil d'urgence, dans des structures d'hébergement et de demandeurs d'asile, que sont les CADA, les UDA, il y a plein d'acronymes comme ça, mais ça finit toujours par DA, demandeurs d'asile. Dans les mini-jungles, au dernier recensement début de semaine, il y avait encore 800 réfugiés rien que sur Calais. Je ne parle pas de Dunkerque et de Grande-Synthe. Pour ces gens qui ont toujours comme projet de partir, de traverser la Manche, de partir en Grande-Bretagne. Et évidemment, on les retrouve également dans nos rues, à Lille, dans toutes les rues des villes de France, et particulièrement chez nous. Alors, où intervenons-nous dans la région des Hauts-de-France, Maëva? Ok, on intervient dans différents endroits actuellement, donc dans différents CADA, à Saint-Omer, à Fouquier-les-Béthunes, à Bailleul, à Nédonchel, à Lens, à Liévin, à Vion, à Lille, également au MNA de Saint-Omer. On a pu intervenir aussi à l'EPSM d'Armentières, qui est un hébergement d'urgence, à Médecins Solidarité Lille. Et on a travaillé avec l'association Banta. Donc en fait, tous ces lieux-là, c'est des endroits où on est intervenu, où on continue d'intervenir régulièrement. Donc l'objectif de cette mission, c'est la prise en charge sur le plan médical, psychologique et social des femmes exilées que l'on peut rencontrer, ainsi que de leurs enfants. Donc soit, vous l'avez compris, en allant régulièrement dans les différents centres d'hébergement, soit sur demande des intervenants qui travaillent là-bas, donc de façon ponctuelle, soit de façon un peu plus régulière quand on arrive à installer des choses un petit peu plus pérennes avec eux. Et l'autre façon d'intervenir, d'atteindre les objectifs de cette mission, c'est d'aller directement auprès des femmes par des maraudes dans les rues ou au sein des mini-jungles.
Alors, comment intervenons-nous? Eh bien, évidemment, il faut aller vers les femmes. Ce ne sont pas les femmes qui vont venir vers nous. Donc, on va vers les femmes dans les structures d'hébergement, bien évidemment avec l'accord des intervenants, des responsables des structures, avec lesquels on aura déjà présenté la mission. Et ensuite, l'idée, c'est de prendre d'abord soin d'elles, mais dans le sens prendre soin, le care, et de créer du lien avec elles. Au préalable, j'insiste parce qu'il faut vraiment se présenter et faire la démarche d'aller vers les structures d'accueil de demandeurs d'asile ou des accueils d'urgence. Alors, notre rôle, on l'a déjà dit tout à l'heure, c'est de faciliter l'accès aux soins en organisant les suivis de grossesse, les rendez-vous médicaux. On est véritablement une interface entre les structures sanitaires et les femmes exilées. À aucun moment, nous réalisons des soins. Nous proposons également des entretiens individuels pour dépister les violences. Les femmes victimes de violences, nous les écoutons, nous les orientons et nous vers des prises en charge adaptées, parce qu'à peu près 3/4 des femmes ont subi des violences, plusieurs types de violences. Les violences déjà dans leur pays d'origine qui ont motivé leur exil, les guerres, les mariages forcés, les violences liées au genre, la prostitution, mais également arrivées chez nous durant leur parcours migratoire, où là, pendant des mois, voire des années, ces femmes ont subi des agressions sexuelles, des viols pour payer les passeurs, et ensuite les violences, bien évidemment, chez nous, parce que, comme on vous l'a montré tout à l'heure, être dans la rue, être sur la côte, c'est d'une violence extrême. Ensuite, là aussi, il faut payer le passeur pour celles qui ont envie d'aller en Angleterre et payer le passeur. Pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Elles se prostituent. J'ai rencontré des femmes qui devaient faire 10 à 15 passes par jour pour pouvoir gagner un peu de sous. Donc, c'est tout à fait horrible. Et ensuite, il y a aussi les violences des déboutés de la demande d'asile, parce que pour certaines, ça fait des années, des mois, voire des années qu'elles ont quitté leur pays d'origine, et on a réussi à les convaincre de demander l'asile en France, ne pas aller forcément en Angleterre, et pour finir, on les renvoie au pays. Donc, tout ça pour ça. Une autre de nos missions, c'est de dispenser des cours de préparation à la naissance, des préparations interculturelles. Imaginez-vous bien que toutes ces femmes qui arrivent et qui se retrouvent enceintes, eh bien, elles ne savent pas du tout comment elles vont être prises en charge chez nous. Elles n'ont pas du tout les mêmes façons de prise en charge dans leur pays. Elles savent pas les péridurales, elles regardent les sites internet, elles voient des choses épouvantables, donc elles sont tout à fait paniquées. Donc, on est là aussi pour venir un peu les rassurer, leur expliquer un petit peu quel va être leur sort dans les maternités de France. Roselyne, est-ce que tu peux me mettre les petites photos, s'il te plaît, ou Elisabeth? L'essentiel de notre activité, en tout cas la mienne, c'est d'aller dans les structures d'accueil pour animer les ateliers de prévention autour de la santé sexuelle, autour de la santé globale. J'utilise très facilement, essentiellement le jeu de Gynécologie sans frontières qui traite de la contraception, des infections sexuellement transmissibles et des relations hommes-femmes. Alors, ce sont des moments absolument extraordinaires parce que les femmes libèrent leur parole et on fait un vrai travail pédagogique dans un premier temps parce que souvent, très souvent, bien la plupart du temps, elles n'ont aucune connaissance de leur schéma corporel, de ce qui se passe. Donc, on reprend les choses à la base. Qu'est-ce qu'un cycle menstruel? On fait des dessins. Évidemment, nous avons parfois des problèmes d'interprétariat, mais ça ne doit pas être un frein à ces ateliers parce que
avec les mains, avec les gestes, les dessins, on arrive toujours à se faire comprendre. Et il y a dans les centres pas mal d'interprètes informels, mais qui nous aident également. Voilà, là c'est un atelier qui est réalisé dans la région de Saint-Omer. La deuxième diapo. Là, ici, en octobre rose, dans le cadre d'Octobre rose, on a fait une sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Et là, je leur ai appris à s'autopalper. Donc, bon, voilà, c'était vraiment une expérience extraordinaire. Très drôle, parce que pour la plupart, elles n'osent pas se toucher. Et à l'issue de cet atelier, eh bien, une des dames est venue me voir pour me montrer qu'elle avait une grosse masque. Donc du coup, l'orienter vers les services, vers une consultation gynéco. La troisième diapo, là ici, je suis à Saint-Omer dans un foyer pour mineurs non accompagnés. Donc des gamins qui ont subi des atrocités durant leur passage, devant leur parcours migratoire. Certains sont passés par la Libye, ont vu des enfants, des copains mourir devant eux. Un petit Afghan qui, lui, a quitté son pays à 12 ans et a été victime durant son parcours migratoire de Bachi-Bazi. C'est des victimes de pédophilie, en fait, c'est des jouets, ça veut dire jouer en fait, donc voilà, donc tous ces ateliers, à un moment donné, ils vous racontent un peu ce qu'ils ont subi, et le fait de parler, ça leur fait un bien fou. Et donc, après, évidemment, moi, j'essaye de les orienter sur une structure psy, si c'est possible. C'est pas toujours possible, c'est galère, mais bon. Voilà, ça c'est donc pour... Et là, ici, je suis aussi à Longnes, et là aussi, c'est toujours le petit moment très sympa. Alors, les ateliers, pas plus que 6, parce que sinon, ça va pas. On est trop, et ça... Voilà, c'est très, très intéressant, et ils sont très, très friands maintenant, les structures d'accueil sont très friands de ce type d'intervention. Ben voilà, et puis après, on donne beaucoup de conseils, on est là en appui sur l'allaitement maternel, sur comment s'occuper du bébé, sur la contraception en postpartum, on essaie de les... Bon, voilà. Après, je pense aussi aux demandes d'IVG, on est on a un rôle hyper important pour les accompagner dans leurs décisions, parce qu'elles se posent beaucoup de questions, pas forcément décidées, le poids de la religion, etc. etc. Et du coup, nous, c'est quand même assez simple avec les structures, parce que ce qui est intéressant, c'est que quand on a travaillé, on connaît bien les structures sanitaires alentours, et il est beaucoup plus facile d'obtenir des rendez-vous qu'elles n'auraient certainement pas, même les intervenants sociaux des CADA, etc., ont beaucoup de difficultés à trouver des rendez-vous. Donc, on a un rôle extrêmement important, et je vous recommande, franchement, c'est passionnant, et on fait des belles rencontres. Voilà. À toi, Maëva. Et donc, pour suivre à tout ce que vient d'expliquer Pascal, on a pas mal de projets et de perspectives pour la suite, notamment reprendre contact avec les différentes structures dans lesquelles on intervient ou on intervenait, puisque malheureusement, cette année, on a aussi subi une petite pause forcée à cause de la crise sanitaire. Donc, on reprend les interventions petit à petit dans différents endroits. On espère surtout reprendre les actions sur le littoral, puisque comme on l'expliquait tout à l'heure, malgré le fait que nous ne soyons plus forcément autant présents qu'avant, il y a toujours beaucoup de besoins, puisqu'il y a toujours beaucoup de femmes exilées présentes sur le littoral. Et on aimerait également élargir un petit peu la mission autour de la métropole lilloise. Mais pour tout ça, on n'arrive pas à couvrir tous les endroits sur lesquels on est appelé, sur lesquels on aimerait aller. Donc, notre envie et projet final, c'est d'avoir le plus de bénévoles possible pour pouvoir créer une équipe solide de bénévoles dans le Nord et donc pouvoir intervenir dans le plus d'endroits possible et de façon le plus qualitatif possible. Voilà pour nous.
Je vais passer la parole à Ève-Marie, du coup, qui va présenter le spot à Lyon. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Du coup, depuis Lyon, effectivement, je vais essayer de partager mon écran pour que vous ayez un petit support pour voir. J'espère que tout le monde le voit. Voilà, Camille Lyon, cette photo, elle reprend un tout petit peu ce que vous ont dit mes collègues. Qu'est-ce qui s'est passé à Lyon? Donc moi, je suis sage-femme, je travaille dans une structure hospitalière à Lyon. Je vous parle aussi au nom de ma collègue Claudie Louet, qui est aussi mon amie. Et à toutes les deux, nous avons toutes les deux fait des missions dans le cadre de Camille Nord 1, dans cette espèce de grand choc du film que vous avez pu voir grâce à Richard. Et finalement, rentrant à Lyon, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait chez nous? De la même façon que Alexandra l'avait fait au départ, en se disant, à Lyon, qu'est-ce qui se passe? Où sont les patientes en situation d'exil, mais aussi les femmes vulnérables, les femmes précaires, et comment on peut prendre soin d'elles. Donc, on a mené une mission, entre guillemets, exploratoire pour comprendre un petit peu comment fonctionnait le réseau, c'est-à-dire l'ensemble des structures, des partenaires, des bénévoles sur le territoire lyonnais pour accompagner et prendre en charge ces personnes. Pour en faire quoi? Et puis, avec le souci constant de vérifier est-ce qu'il y avait besoin d'une présence de GSF, de sages-femmes, de gynéco, mais aussi de non-professionnels de santé, mais du champ social, qui peuvent eux aussi, je vois qu'il y a une question qui était arrivée, apporter une belle pierre à cet édifice. Voilà, donc notre objectif, c'était, si nécessaire, apporter le plus de notre expérience. Pour quelle femme? Toute femme, particulièrement en situation d'exil, mais toute femme victime de violence, quelle qu'elle soit. Et cette mission nous a permis de rencontrer, de comprendre un petit peu mieux les structures sur notre territoire, et puis de structurer et de nous enrichir d'une équipe de bénévoles. Alors, à Lyon, encore une fois, c'est vrai que ce soir, on parle beaucoup des sages-femmes. Nous, on ne demande qu'à ouvrir nos équipes à différents professionnels. Voilà, il se trouve qu'il y a beaucoup de sages-femmes, c'est vrai. Ce qui est aussi très bien. Hein. Moi, j'en suis aussi très, très fière. Donc, actuellement, dans la première année de notre expérience Camille Lyon, pour Camps Migrants à Lyon, nous avons rencontré un certain nombre de structures et conclu un partenariat avec 7 d'entre elles. Voilà, on a commencé entre guillemets petit, parce qu'il fallait aussi le temps de gagner la confiance des structures, mais aussi des personnes rencontrées, de toutes ces femmes, qui constituent, comme le disait Pascal, je crois que le plus important, c'est que chaque rencontre avec chaque femme qu'on croise, c'est une rencontre extraordinaire, c'est jamais banal, ce n'est jamais anodin, et on est toujours dans le vrai. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire qu'elle nous offre, et moi, je ne les remercierai jamais assez pour tout ça, pour toutes ces rencontres. On a rencontré effectivement environ 220 femmes. Voilà, je vous ai remis une petite carte juste pour situer à Lyon les principaux pays d'origine des femmes qu'on rencontre. En 2020, voilà, du Covid, je passe un petit peu vite sur les chiffres, peu importe. Mais ce qui me paraît important, c'est qu'à Lyon, on a démarré on ne connaissait pas très, très bien les structures, et que finalement, une fois que nous avons été connus, reconnus, une fois qu'un certain nombre de sages-femmes partout ou de bénévoles, quels qu'ils soient, ont eu envie de nous rejoindre, on a pu structurer et organiser vraiment une équipe soudée avec des gens extrêmement motivés, mais plus on sera nombreux, plus on pourra répondre, parce qu'actuellement on se développe énormément. On a une dizaine de structures qui font appel à nous, à la fois pour, comme vous pouvez le voir, des ateliers collectifs, mais aussi avec des entretiens individuels. Et on a 2 structures dans lesquelles on assure uniquement des entretiens individuels. Là encore, je reprendrai les mots de Richard en début de séance pour dire que notre objectif, et pour nous c'est extrêmement important, ce n'est pas d'aller décaler des consultations
dans des lieux d'accueil pour ces personnes, mais plutôt de les accompagner vers le droit commun. Et il me paraît absolument fondamental de penser que toute femme en situation de détresse ou de vulnérabilité puisse avoir accès au droit commun et à des soins dont elle a besoin, qui lui sont nécessaires et qui parfois sont difficiles d'accès pour elle. Notre objectif, c'est aussi celui-là. Voilà, 2-3 petites photos pour vous illustrer ça. Parfois des ateliers plus faciles dans le dialogue avec les femmes. Parfois, il faut jongler avec des enfants, des langues différentes. On regarde ce que c'est qu'un préservatif, mais aussi un bassin osseux maternel pour des séances de préparation à la naissance. On voit aussi, moi je trouve, beaucoup des yeux qui sourient derrière les masques. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Et c'est, même si, comme le disait Pascal, c'est pas si facile que ça, c'est vrai, c'est une mission compliquée, c'est une mission absolument extraordinaire qui change votre vie, qui vous déménage du sol au plafond, mais qu'est-ce que c'est important, qu'est-ce que c'est bien le changement. Voilà, je vous remercie, venez nous voir, c'est vraiment, mais vraiment extra. C'était l'expérience lyonnaise, du coup, avec une autre déclinaison, l'expérience lyonnaise. À toi, Anne-Marie. Le micro, Anne-Marie. Le micro. Voilà, alors je vais passer quand même la parole d'abord à Caroline qui va vous dire un peu son parcours pour arriver à GSF et puis ensuite je reprendrai la main pour le petit PowerPoint. Caroline? Ah, il n'y a pas de Caroline. Bon, alors je vais démarrer. Voilà, alors pour moi, je suis arrivée à GSF après un parcours personnel en fait. Hein. J'ai commencé par vivre en Afrique pendant 4 ans et demi avec mon mari. Ensuite, tout naturellement, j'ai eu envie de faire de l'humanitaire quand je suis arrivée pas loin de la retraite. Et puis, d'ailleurs, j'ai contacté GSF parce que je voulais partir à l'international, mais très vite, j'ai compris que je n'irais pas parce que je n'avais pas fait la formation et que les gens qui avaient fait la formation étaient plus prioritaires. Et j'ai appris qu'il y avait un passage sur les migrants à Paris qui m'ont beaucoup intéressée. Donc, je me suis engagée à partir de 2017 à GSF en faisant un peu comme tout le monde en 2018, un petit passage à Caminor pendant 15 jours. Et puis, voilà. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on fait à Paris, qui s'appelle Grand Paris. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi je n'arrive pas à partager mon écran? Voilà, voilà. Moi, je peux me présenter si tu veux, Anne-Marie. C'est bon, vous m'entendez? Ah, voilà, vas-y. Comme ça, je complète un peu. Je comble le vide. Moi, je suis Caroline Sergent. Je suis une sage-femme hospitalière depuis environ 21 ans. Et depuis que je suis diplômée, je voulais faire de l'humanitaire, sauf que bon, on ne s'y met pas, donc le temps passe. Et en 2012, il y a un docteur Bédoc qui est venu travailler à l'hôpital où je travaille et qui nous a présenté Gynéco sans frontières. Ça m'avait beaucoup intéressée et du coup, j'ai eu un enfant entre-temps et après du coup ma grossesse, j'ai commencé à un peu plus m'intéresser et en 2017, j'ai atterri du coup à Camp Paris aussi, un peu comme toi Anne-Marie, parce que je pensais effectivement, comme on l'a dit précédemment, que l'humanitaire ça se faisait qu'à l'étranger et je me suis aperçue que finalement, en France, il y avait quand même pas mal de boulot à faire et du coup, ça m'a beaucoup plu, beaucoup attiré et c'est très enrichissant, effectivement. Je reprends la main. Vas-y. Voilà. Est-ce que vous partagez? Là, je peux partager. Tout à l'heure, je ne pouvais pas partager parce que quelqu'un avait laissé son écran. Oui, Anne-Marie, effectivement, il y a une Marine qui actuellement est en train de partager son écran. Nous allons essayer de désactiver. Voilà, c'est pour ça que je ne pouvais pas partager. C'est pour ça que tu n'arrives pas à partager. Voilà. Normalement, ça devrait être bon là, Anne-Marie.
Bon, alors, je recommence. Alors, partager. Ah, alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai absolument l'obligation de m'ouvrir Microsoft. Vous le voyez là ou pas? Encore. Est-ce que vous voyez quelque chose là? Non. Bon, alors, je suis embêtée. Donc, voilà. Ah, partager mon écran. Là. Partager l'écran. Ça y est. Ça y est? Vous l'avez Oui. là? Oui. Voilà, ça y est? Impeccable, impeccable. Voilà. Alors, donc, Camp Paris, il y a 2 actions sur Paris. Il y a le centre d'accueil des migrants à Ivry, qui est un centre géré par Emmaüs. Et puis, il y a les actions dans les hôtels sociaux. Voilà. Le premier volet de notre action, c'est le CHUM d'Ivry. Donc, quelques petites photos. Ça, c'est l'extérieur. Hein. C'est les yourtes. Les yourtes, c'est là où il y a les restaurants, etc. Et puis, vous avez l'école. Parce qu'il y a comme il y a 400 familles qui sont accueillies, évidemment, il y a beaucoup d'enfants. Voilà. Et cela, c'est un petit aspect du bureau de consultation que nous partageons, évidemment, avec les autres intervenants. Voilà, le CHUM d'Ivry, c'est un centre humanitaire qui est géré donc par Emmaüs depuis 2017 hein, et qui accueille 400 familles. GSF y participe depuis le début. Nous y assurons le suivi en gynécologie. Pour l'obstétrique, c'est en collaboration avec une sage-femme PMI et nous intervenons dans ce cas-là essentiellement pour les échographies, les diagnostics, etc. D'ailleurs, l'appareil d'écho nous appartient. Et on l'a reçu, on en a eu 3 déjà, donné par des collègues qui partent à la retraite. Alors, en plus du matériel que nous avons, nous apportons des stérilets si nous n'en avons pas, des spéculums, etc. Voilà. GSF assure aussi le suivi postnatal quand il y a des femmes qui ont accouché. Alors, bien évidemment, nous aussi, on collabore avec l'extérieur. Les femmes à Ivry, elles accouchent soit au Kremlin-Bicêtre, soit à la Pitié, etc. Donc, elles reviennent au CHUM et assez souvent, c'est nous qui faisons les visites postnatales pour voir si tout va bien. Voilà. Et l'essentiel de nos consultations se tourne quand même beaucoup sur, évidemment, les problèmes gynécologiques simples et la contraception, quelle qu'elle soit, la pilule, les implants, le stérilet, etc. Alors, au début, on avait 2 consultations par semaine, mais il y a beaucoup de mouvements des familles, c'est un peu compliqué, et donc on l'a réduit à un lundi toutes les semaines. Et puis ensuite, comme il y a eu le Covid et qu'on a arrêté pendant 2 mois, on a repris progressivement et on a d'abord eu qu'une intervenante, c'est le CHUM qui nous l'avait demandé, hein. Ce n'est pas nous qui l'avons imposé. C'est le CHUM qui nous avait demandé qu'une seule intervenante, évidemment plutôt avec une fonction d'échographe. Et puis ensuite, à partir de septembre, on est revenu avec un binôme. Voilà. Alors, le fonctionnement du CHUM, il y a une infirmière responsable, il y a des infirmières qui prennent en charge les couples, les dossiers, dispatchent vers les différents intervenants et accompagnent les familles. Il y a aussi, pour nous aider, un ou une service civique pour le secrétariat. Alors, évidemment, comme tout service civique, ça tourne, et avec les inconvénients qui en résultent, parce que parfois, elles ne sont pas tellement au point. On a à notre disposition une pharmacie avec des médicaments de base, et aussi ce qu'il faut pour la contraception, les pilules, les implants, les stérilets, les patchs de lidocaïne. Bon, et nous essayons aussi d'emmener nos flacons de diélo parce que, évidemment, comme il y a un temps de latence entre la pose du dispatch et la pose d'implant, quelquefois c'est un peu compliqué, donc c'est vrai que si on a de l'acdilo direct, on peut le poser tout de suite. Alors, dans les autres intervenants extérieurs à nous, hein, en plus de nous, il y a une sage-femme PMI, comme je l'ai dit, des généralistes, des pédiatres, une psychologue et des interprètes. Et alors moi, j'ai été très étonnée parce qu'au départ, nous avons eu essentiellement des hommes. Et j'ai été un peu surprise, mais j'avais rencontré ça aussi au Niger, donc ça m'a un peu moins étonnée peut-être, mais il n'y avait pas de problème d'échange entre ces femmes qui ne veulent pas parler devant leur mari, mais qui parlaient assez facilement avec les interprètes hommes. Maintenant, on a des femmes,
je pense que c'est pas mal aussi. Voilà. Alors, notre collaboration, donc, nous sommes en binôme, sauf au moment du Covid. Il y a en général un médecin gynécologue et une sage-femme ou 2 sages-femmes. Alors, le binôme est composé d'une ou d'un intervenant au moins qui fait des échographies. Parfois, on est 2, mais essentiellement 1. Nous avons des interprètes en arabe, en dari, essentiellement. Pour les autres langues, eh ben, on fait appel à des interprètes au téléphone ou, bon, beaucoup parlent anglais quand même. Moi, je suis nulle, donc c'est souvent mon binôme qui parle anglais. Les dossiers des patients sont partagés avec le centre et depuis 1 an, on a un logiciel interne. Alors ça, c'est bien parce qu'on a la possibilité, quand on n'a pas trop de boulot, vous allez voir que parfois notre après-midi est un peu chargé, de voir un petit peu ce qu'elles ont avant. Avant, c'était l'infirmière qui venait nous faire... nous informer, ce n'était pas toujours extrêmement complet. Mais nous aussi, nous faisons des reportings pour GSF nous-mêmes. Hein. Alors voilà un exemple des documents qu'on nous donne. J'ai enlevé les noms hein, par souci de confidentialité. Oui, on a quand même pas mal eu de monde la dernière fois quand je suis allée à Ivry. Voilà. Et ça, c'est le papier qu'on envoie ensuite, qui est en fait le double du dossier qu'on envoie à Nantes et à Richard Bédoc, qui est notre responsable. Voilà. Ensuite, les populations reçues à Ivry, eh bien, on les voit évoluer hein, beaucoup. On a d'abord eu des Afghans, des Éthiopiens, beaucoup de divers peuples de la Corne de l'Afrique qui avaient, et vous l'avez déjà abordé, souvent traversé 9 pays, parfois à pied, hein. Voilà, avec le passage quasi systématique en Libye et les viols qui vont avec. On aborde beaucoup les viols des femmes, mais j'ai subodoré que plusieurs fois, on avait des problèmes dans les couples parce qu'il y avait aussi des viols des maris. Hein. C'est important parce qu'il y a beaucoup d'esclavage. Et puis, on a vu arriver des Ukrainiens. Et puis maintenant, on a beaucoup de femmes qui arrivent de l'Afrique de l'Ouest, Sénégal, Côte d'Ivoire, Guinée, qui sont là pour échapper au mariage forcé et des violents, et aussi beaucoup pour des demandes de protection pour leurs filles contre l'excision. Alors, ce qui est important, c'est que, comme partout, on est en relation avec les autres. Hein. C'est pour ça que nous, on ne suit pas les grossesses, c'est la sage-femme PMI. C'est elle qui organise le passage dans les différents hôpitaux. Hein. Nous, on est un peu, je dirais, un lien pour que les femmes puissent venir apporter leurs problèmes et qu'on voit si nous, on peut les gérer, mais parfois, on repasse la main. Là, à la dernière permanence, on a eu une jeune femme dont on soupçonnait qu'elle avait peut-être pas une phlébite parce qu'elle n'avait pas tous les signes, mais enfin, on était un petit peu embêtés. Eh bien, on lui a demandé de mettre ses bas de contention et de voir 8 jours après le médecin généraliste pour qu'éventuellement, il lui prescrive un Doppler. Alors, ces femmes, je ne l'ai pas écrit mais ces femmes sont en général à l'AME, hein, mais quand nous avons des CMU, on essaye de les diriger pour les examens de laboratoire, etc., sur les labos du coin, mais aussi quand elles sont à l'AME ou qu'elles viennent d'arriver, bah, évidemment, c'est les PAS des hôpitaux qui les prennent en charge. Hein, voilà. Alors, le deuxième volet, eh bien, c'est l'action avec les ateliers dans les centres d'hébergement. Alors, en 2019, on a, Richard Bédoc et nous, on a pris contact avec le SAMU de Paris et on a fait des animations d'ateliers, soit dans les CADA, soit à Romainville. Alors, pour le CADA, ça a été Aurélie et Angélique, et puis pour Romainville, parce que c'est un hôtel où on a été, Caroline et moi, eh bien, on a été faire des informations. Alors, l'atelier a démarré début 2019. Si les premiers ont été animés un peu fructueux, étrangement, au bout de 2-3 interventions, nous avons eu d'autres femmes se sont présentées, mais
il n'y en a pas eu beaucoup, malgré la gentillesse des responsables et de l'hôtel et des affichettes apposées. Nous avons abordé différents sujets comme la contraception, les suivis de grossesse. Bon, nous ne faisions pas de suivi de grossesse, mais on a informé les femmes sur ce qu'étaient les suivis de grossesse, les suivis de couches, la place et la protection des femmes contre les violences. Et puis, ça m'a laissé un petit interrogation, on avait un peu évoqué, parce que, évidemment, comme dans les autres ateliers, vous avez vu, il y a beaucoup d'enfants, il y a parfois des ados, et on a abordé la question de la formation aux ados, et comme par hasard, ensuite, nous n'avons plus eu personne. Et je me suis posé la question de savoir si on n'avait pas un peu fait peur, je ne sais pas. Je reste avec mon interrogation. Voilà, et les petites affichettes qu'on avait marquées, donc vous voyez qu'on était quand même, on était décidé à en voir pas mal. Et puis, ensuite, on avait la pièce où on est, qui était une pièce commune, hein, avec des livres, vous voyez, les enfants pouvaient venir lire, etc. Et donc, nous avons fait, c'était un exemple d'une de nos réunions. Voilà. Alors, ensuite, les ateliers au CADA. Alors, ils ont aussi démarré en 2019. Ils ont eu beaucoup de succès. Il y a eu beaucoup d'interventions sur les différents sujets, contraception, mais aussi, ils ont abordé justement la prostitution. Donc, il y a beaucoup, paraît-il, dans les centres d'hébergement. Voilà. Alors, après la reprise, après les vacances, a été un petit peu lente, et puis est arrivé le Covid, et puis du coup, on s'est retrouvé avec un petit peu de difficultés. Voilà, quelques exemples. Voilà, il y a eu pas mal de monde, vous voyez, dans les CADA, un petit peu plus que chez nous. Voilà. Alors, nos projets, eh bien, on voudrait élargir à d'autres hôtels sociaux. En particulier, il y en a un qui vient de se finir dans le sud de Paris. Voilà. On voudrait intervenir aussi pour des ateliers en élargissant notre public au SDF en général, un atelier qui se situe au bain-douche. On va reprendre évidemment, dès que la crise sanitaire nous en donnera la possibilité, des ateliers au CADA. On envisage aussi de faire peut-être une fois par mois une consultation d'acupuncture à Ivry, essentiellement pour les femmes enceintes, mais vous savez, elle est ouverte à tous et toutes. Et puis, encore une fois, tous ces projets ont été un peu gelés avec la Covid. On espère que ça va reprendre. Voilà. Alors, tous ces projets nous demandent des bénévoles. Nous faisons appel aux engagements, et vous avez vu sur la plateforme, c'est important. La logistique pour rechercher les gens, etc., elle est assurée par nos coordinatrices de projet, Elisabeth et Roselyne, qui le font très bien. Et puis, un petit détail quand même, c'est important, parce que je sais qu'à Paris, nous circulons beaucoup, c'est un peu loin des fois de nos lieux d'habitation, parce que l'administratif a de l'importance. Il faut savoir que nos frais de déplacement ne nous sont pas remboursés, et que vous avez la possibilité de faire des taux déductifs de vos impôts. Voilà. Et merci beaucoup. À bientôt. Voilà. Bien, merci Anne-Marie, et bonsoir à tout le monde de rester avec nous. Du coup, c'est vrai. Pardon? Nous allons terminer le Tour de France. Je vais vous envoyer mon diaporama. Voilà. Donc, nous allons terminer le Tour de France dans le Midi, dans le Var plus particulièrement, et à Draguignan. Vous l'avez vu, chaque spot a ses particularités, ses points communs et ses différences. Et lorsque Gynécologie sans frontières a décidé d'exporter ses acquis obtenus et valorisés dans la mission Caminor pendant 3 ans, je me devais, en tant que secrétaire général de cette belle ONG, d'ouvrir un spot à Draguignan, d'autant que dans une ville voisine, tout proche, il y avait un cadastre, c'est la ville de l'Orgue, et que dans le Var, il y a environ 400 mineurs non accompagnés. Donc, il était tout à fait logique de faire ce spot. Comme pour nos missions étrangères, si vous voulez, on a essayé de se baser sur les forces locales, et par chance,
il y avait dans une adresse qui s'appelle la Maison de la Solidarité à Draguignan, où sont également installés les Restos du Cœur, une structure qui s'appelle Promo Soins Draguignan. C'est une structure qui existe depuis une vingtaine d'années. Il y en a 4 dans le Var, à Toulon, à Fréjus, à Brignoles, et qui prend en charge à la fois, bien sûr, les migrants, mais également les Français sans droit. Et ça a été une des surprises dans l'ouverture de ce spot, c'est que certes, il y a des femmes exilées, des hommes exilés, mais également beaucoup de Françaises sans droit. Notre priorité avec Promo Soins Draguignan était de permettre à tous l'accès aux soins médico-sociaux afin d'éviter le renoncement aux soins, essayer d'insérer les bénéficiaires dans le droit commun de la santé, dispenser bien sûr des soins aux personnes qui en sont exclues et avoir des actions de prévention, soit individuelles, soit collectives. Donc, nous devions bien sûr nous rencontrer entre Promo Soins et Gynécologie sans frontières. On bénéficie dans cette structure de locaux adaptés, d'une salle de consultation privée, personnelle, d'un secrétariat permanent, d'un travail social qui fait un travail énorme, d'une infirmière bénévole et de nombreux partenaires institutionnels, ainsi depuis 2 ans, donc à la fois avec la mairie de Draguignan, avec l'agglomération, mais également l'ARS, le centre hospitalier de Draguignan avec qui nous avons un partenariat où, par exemple, on peut, comme dans le cadre d'un pass, envoyer faire des prélèvements, des examens radiologiques gratuitement. On a donc ouvert début mars et depuis, avec le soutien de la plateforme Camille France, est organisée une consultation hebdomadaire où un suivi de grossesse est pratiqué, des demandes de contraception, voire même de contraception urgente, des demandes d'IVG. On pratique également le dépistage du cancer du col des frottis. Les frottis sont analysés et facturés à Promo Soins, donc il y a une soixantaine à peu près dans l'année. On a pu obtenir par des gynécos partant à la retraite des échographes et on peut pratiquer bien sûr les échos et surtout on peut délivrer gratuitement des médicaments et c'est la pharmacie internationale qui les alimente. Et surtout, j'insiste là-dessus, insertion des bénéficiaires dans le droit commun de la santé. Juste 4 petits camemberts pour vous montrer les origines. Sur les patientes vues sur l'année 2019, 35% étaient français, tous les autres des étrangers. Pratiquement, seulement 35% avaient une couverture sociale, les autres non. La plupart sont des gens hébergés et plus de la moitié n'avaient bien sûr aucun revenu. L'origine des patientes en 2000, sur 20 femmes étrangères, soit un tiers des patientes, et donc d'immigrantes récentes, essentiellement du Maroc, de Bosnie, du Nigeria, Bulgarie et Turquie. Les Nigérianes que l'on voit ont fait souvent des séjours anciens en Italie. Voilà, d'autres actions ont été menées un peu comme dans les autres spots par une infirmière de GSF dans le CADA de l'Orgue pour les mineurs non accompagnés à Toulon, d'entretien et d'ateliers, ainsi qu'à Nice, l'association Les Lucioles. Voilà, j'ai été rapide. Je vous remercie pour votre écoute et à mon tour de passer la parole à Elisabeth et Roselyne. Chantal, là, qui devrait éteindre son micro. Je vais peut-être essayer d'éteindre. C'est quel nom? Chantal. Chantal, ok. Hop, ouais. Merci. Donc, on y va. Oui. Donc, bonsoir à toutes. Je m'appelle Roselyne Baron. Je suis coordinatrice administrative de projet à GSF aux côtés d'Elisabeth. Je n'avais pas la possibilité ce soir de me rendre au siège de GSF pour être à ses côtés. Et donc, la présentation ne va pas être en binôme parce que j'ai une très mauvaise connexion Internet de mon côté. Donc, je vous confie à Elisabeth qui va vous faire la petite présentation.
Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents à cette soirée à nos côtés. On va donc vous présenter concrètement comment vous pouvez vous engager à nos côtés et devenir bénévole GSF. Tout d'abord, un petit peu de chiffres sur Gynécologie sans frontières. Gynécologie sans frontières a aujourd'hui 25 ans. Le siège social est en Loire-Atlantique à Nantes et elle est gérée par 15 administrateurs qui sont répartis sur toute la France. Roselyne donc, et moi-même sommes les 2 salariés attachés au siège social en charge de la coordination des missions et projets de l'association. Et nous avons également donc 2 chargés de mission dédiés à des actions spécifiques. Agathe, que vous avez vue tout à l'heure et qui vous a présenté la plateforme Camille France, qui est donc la coordinatrice nationale Camille France, et Marie, qui travaille avec nous sur le projet de la plateforme Violences faites aux femmes. Alors la première démarche lorsque vous souhaitez devenir bénévole, ça va être adhérer à nos valeurs, parce que voilà, vous adhérez à nos valeurs, à nos actions, à nos projets, donc via le règlement d'une cotisation annuelle de 40 € qui soutient nos actions. Être adhérent, ça va vous permettre de participer à la vie de l'association, participer à nos assemblées générales, candidater à un poste d'administrateur, être informé tout au long de l'année de toutes nos actualités, projets, événements, et aussi être force de proposition. L'adhésion peut être réglée en ligne sur notre site, via PayPal, tout simplement, ou bien par chèque envoyé au siège social avec le bulletin d'adhésion qui apparaît à l'écran. La deuxième condition essentielle pour devenir bénévole GSF, c'est de compléter le dossier de recrutement. Alors, ce dossier, il nous permet déjà de mieux vous connaître, de vous identifier comme volontaire, souhaitant participer à nos missions, que ce soit en France ou à l'étranger. C'est le même dossier pour toutes nos missions. Et ainsi, être destinataire de tous nos appels à candidature. Vous l'avez en visuel à l'écran et vous pouvez constater, ce n'est pas un dossier tendance à remplir. Il est téléchargeable sur notre site et peut par ailleurs vous être adressé par nos soins lorsque vous prenez contact avec nous ou avec Agathe pour nous faire part de votre souhait de devenir bénévole GSF. En tout cas, quelle que soit la mission GSF, cette procédure nous permet de vous identifier comme bénévole GSF. Devenir bénévole GSF, c'est donc représenter et adhérer aux valeurs de GSF et particulièrement à notre charte que vous avez à l'écran et qui fait partie intégrale de notre dossier de recrutement et que nous vous demandons de signer à toute personne qui souhaite s'engager à nos côtés et participer à nos missions, que ce soit en France ou à l'étranger. Également, être bénévole Gynécologie sans frontières, c'est respecter les 10 commandements suivants. Lors de vos interventions auprès de populations vulnérables, que ce soit en France ou à l'étranger. À la lecture, vous constaterez qu'il ne s'agit de rien d'autre que ce que vous appliquez certainement déjà au quotidien dans l'exercice de votre profession. Alors, outre l'accompagnement administratif que nous assurons, nous sommes également là pour vous accompagner sur le plan logistique. En qualité de bénévole, notamment sur nos missions Camille France, nous vous dotons donc d'un package mission afin de formaliser votre action au nom de GSF auprès des bénéficiaires et structures d'intervention. Dans le cadre de la crise sanitaire que nous traversons et des modalités de confinement, nous adjoignons également une dotation de package sécurité Covid. Enfin, devenir et être bénévole GSF, c'est représenter Gynécologie sans frontières. Vous serez l'image de GSF sur les lieux de vos actions et la communication entre vous, nous, les bénéficiaires et toutes les personnes qui nous ont fait confiance est très importante. C'est pourquoi nous vous demandons dans un premier temps que vous soyez bien identifiés lors de vos interventions en portant les couleurs de GSF, t-shirt, gilet qu'on vous aura transmis. Et puis surtout, nous communiquer sur vos actions réalisées au nom de GSF en nous adressant régulièrement ou en les déposant directement sur la plateforme, le compte-rendu de vos activités
illustré si possible de photos. Cela peut peut-être vous paraître contraignant, mais ça nous est indispensable et obligatoire pour nous permettre tout d'abord de suivre en interne nos projets, réaliser nos bilans et surtout donner de la visibilité sur nos actions à toutes les personnes morales ou physiques qui nous soutiennent financièrement. En effet, nos bailleurs, afin de pouvoir continuer à nous soutenir, doivent également communiquer sur les missions qu'ils financent et rendre compte à leurs donateurs. Voilà. Alors, bien sûr, vous l'aurez compris, vous ne serez jamais seul en étant bénévole GSF. Nous sommes là pour vous accompagner dans votre souhait d'engagement à nos côtés. Nous aurons plaisir à échanger, vous renseigner. Vous avez donc nos coordonnées à l'écran. Donc, coordination Agathe, qui vous répondra vraiment gentiment et avec plaisir. Et puis nous, Rosine et moi, au siège social. Voilà, merci. Merci d'avoir été là ce soir et de votre participation à cette webconférence. Nous espérons que vous serez nombreux à souhaiter vous engager à nos côtés. Au plaisir de vous retrouver. Merci Elisabeth. Et Roselyne, tu veux rajouter quelque chose? Ça va? Ah, je t'ai pris de court. Il faut mettre ton micro. Pour des autres, voilà. Non, non, c'est parfait. Elisabeth a tout à fait bien retranscrit notre action. Bon, bien, merci à tous ceux qui sont restés pour l'instant. Si vous avez des questions, donc on a sur le chat quelques questions sur lesquelles on a essayé de répondre. S'il y a des réponses qui ne sont pas suffisantes, n'hésitez pas à nous les reposer. Vous pouvez ouvrir votre micro pour poser une question, mais voilà, il ne faut pas qu'il y ait trop de personnes en même temps qui ouvrent leur micro. Donc, on est à votre écoute si vous avez des questions. On peut peut-être reprendre, on parle d'une formation GSF, les journées de formation GSF. Alors, il y a deux possibilités. Soit c'est la journée toute seule et à ce moment-là, c'est plutôt sous format de conférence, et essentiellement sur les violences faites aux femmes. Je ne sais pas si c'est de ça dont il s'agit ou si c'est de la formation en gynéco-obstétrique humanitaire qui dure une semaine et qui a lieu 2 fois par an. Dans les deux cas, de toute façon, la formation en gynéco-obstétrique humanitaire continue à être faite 2 fois par an, pour l'instant en distanciel la dernière fois, et on espère dès que possible de nouveau en présentiel. Pour les conférences violences faites aux femmes, la dernière conférence qu'on devait tenir à Lyon a été annulée du fait du Covid. Pour l'instant, celles qui sont prévues ont été reportées. On attend, comme tout le monde, les possibilités de faire ça en présentiel. Sinon, on passera des modes de conférence en distanciel ou en mixte. Alors, je lis en même temps les remerciements. Agathe, là sur Noyon-Compiègne, peut-être que tu peux répondre. Oui, je viens de voir la question sur le spot Noyon-Compiègne. Bien sûr, c'est possible d'être bénévole pour ce spot dès à présent. C'est un spot qui avait déjà commencé à être mis en place juste avant le premier confinement de 2020. Voilà, et puis finalement, la bénévole qui était à l'initiative de ce spot-là a déménagé. Donc, avec le Covid, ça a aussi un petit peu été à l'arrêt. Ça a repris fin 2020. Il y a déjà 3 bénévoles qui se sont engagés pour ce spot-là. Et on est partenaire avec le CADA de Compiègne et le CADA de Noyon, qui sont tous les deux gérés par l'association Coalia. Les choses sont en train de se mettre en place afin de planifier les premières interventions selon les nouvelles Covid du mois de janvier, soit en entretien individuel, soit en atelier collectif, si cela est possible. Donc, c'est en discussion. Merci. Je réponds à la question sur Briançon, où la majorité sont des migrants, sont des hommes. Est-ce qu'une antenne est envisageable? Justement, en prenant contact avec la plateforme, on vous donne un peu toute la méthodologie, on vous accompagne pour savoir si c'est effectivement pertinent ou pas de déclencher une mission à proximité de chez vous. Et donc, on fait une petite exploration avec vous, de savoir s'il y a des femmes, dans quelle structure elles sont situées, de se mettre en contact avec tout le tissu associatif
déjà en place. Enfin, on a toute une méthode pour évaluer effectivement si un spot est envisageable ou pas. Donc, nous, au départ, quand on est parti à Calais et à Grande-Synthe, on pensait effectivement qu'il n'y avait que des hommes. Donc, c'est pour ça qu'on est allé faire les missions exploratoires et on a constaté qu'il y avait beaucoup plus de femmes que ce que l'on pensait. Donc, c'est possible. Voilà. Moi, je peux répondre pour Briançon, 2 secondes? Oui, oui, bien sûr. Parce que j'y vais régulièrement, effectivement, il y a beaucoup d'exilés sur Briançon. Et je me souviens que quand j'avais fait ma formation humanitaire, j'étais avec une sage-femme libérale et je me suis rendu compte qu'elle était installée maintenant à Briançon. Ça vaudrait peut-être le coup de se mettre en rapport avec elle. Et moi, j'ai vu des hommes, mais j'ai vu également des femmes se balader dans Briançon. Donc, il y a certainement quelque chose à y faire. C'est sûr. Voilà. D'où l'intérêt de la plateforme, c'est de justement centraliser toutes ces demandes, toutes ces interrogations pour pouvoir apporter une réponse. Alors là, je lis aussi, question en fonction de la région, y a-t-il ou non la possibilité d'actes ou échographie? Vous avez vu là dans les différents spots, à Camp Paris, on peut faire de l'échographie, on en faisait aussi à Caminor. Voilà, ça dépend effectivement des besoins, de la demande, et ça aussi, ça fait l'objet d'une évaluation initiale pour pouvoir voir ce qu'on peut faire comme acte. Alors, ce n'est pas le but de faire que des actes, mais c'est vrai que l'échographie, en particulier pour les grossesses précoces et dans les cas des demandes d'avortement, ça peut être intéressant d'être sur place et de faire rapidement ce type d'échographie plutôt que d'avoir des délais interminables pour obtenir une échographie dans les structures adéquates. Il y a une question sur la plateforme auquel je peux répondre tout de suite. C'est pour avoir accès aux infos, est-ce qu'il faut être accepté en tant que bénévole? Pour les infos qui sont internes à GSF, internes à la mission Camille France, comment coordonner un spot, comment le créer? Oui, il faut remplir le formulaire et il y a un petit délai de quelques heures ou maximum une journée pour être accepté en tant que bénévole. Le spot de l'Aude, effectivement, étant un spot en développement, n'est pas encore référencé sur la plateforme. C'est des choses qui arrivent. Voilà, il faut simplement dire que cette personne-là, Isabelle, tu es liée au spot de l'Aude, mais il faut remplir aucun spot. Et puis, quand le spot de l'Aude sera référencé sur la plateforme, et ce qui va arriver dans les prochains jours, on pourra modifier cette petite donnée. Voilà. Et pour le spot de Marseille, je ne sais pas si Serge, tu souhaites répondre à la question. Est-ce qu'il y a des projets en cours dans la région marseillaise? Oui, la région marseillaise étant grande, oui. Actuellement, ça frémit un peu à Aix-en-Provence. Et ensuite, je dirais que parmi les administrateurs de GSF, certains sont d'Aubaine de Marseille, donc pourquoi pas. Mais rien de construit à la date d'aujourd'hui, mais on peut y penser. Voilà. Si la personne qui a envoyé le message, si elle veut me contacter, bien volontiers, je répondrai facilement. Justement, en parlant de contact, je vois que quelqu'un cherche à contacter Maëva. Donc, je ne sais pas si tu vois sur le chat, tu peux rentrer en contact directement avec. J'ai vu Richard, je lui ai écrit un message du coup pour donner mes coordonnées directement. Très bien. Après, il y a une question. Si le message vient de Véronique Goulet, bonsoir, je n'ai pas pu répondre sur le chat privé parce que j'attendais mon tour. Véronique Goulet est la trésorière de l'Association nationale des sages-femmes libérales. Et il y a un rapprochement en cours très très près avec GSF. La sage-femme de Briançon, elle s'appelle Garlone Clémence. Clémence, c'est son nom de... c'est pas son prénom, c'est son nom de... Il y a une question concernant les étudiants de sage-femme, je sais qu'il y en a pas mal. Alors, je te laisse peut-être répondre, Pascal. Attends, j'ai pas vu la... Comment ça se passe pour les étudiants sage-femmes, les étudiantes sage-femmes? Justement, je suis allée à l'école de Lille faire une présentation et évidemment, elles sont motivées, mais le problème, c'est que pour les avoir en stage, il faut avoir une activité structurée pour les stages. Mais bon, je réfléchis un petit peu comment on peut faire. Je dois revoir Frédéric Dereux à ce propos
Donc, je pense qu'au niveau des écoles, voilà, je ne sais pas comment structurer. Peut-être qu'à Draguignan, c'est beaucoup plus structuré. C'est peut-être possible de prendre des étudiants de sage-femme, ou à Paris, à Caen Paris. Mais dans le Nord, pour le moment, c'est un peu compliqué. Donc, dès qu'on fait quelque chose de bien structuré avec beaucoup plus de bénévoles, on pourra à nouveau leur proposer de revenir avec nous, éventuellement faire des ateliers. Et voilà. Mais il faut que ça soit plus carré. D'une façon générale, je tourne en rond sur la plateforme, mais ce type d'interrogation, la plateforme peut y répondre. Ça dépend aussi de la situation géographique de l'étudiant de sage-femme, de son année. On a pris des étudiants de sage-femme pendant la mission Caminor, qui restait 15 jours sur place. Donc voilà, après, il y a eu des conventions de stage. Ça dépend effectivement de l'activité, si ça peut correspondre soit à une activité de stage, soit après, ça peut être une activité bénévole. Et une étudiante sage-femme est tout à fait en capacité, puisqu'on ne fait pas d'acte technique particulier, d'être là et de participer, de faire ses premiers pas dans l'humanitaire par ce biais. Donc, globalement, c'est possible, mais il y aura une réponse beaucoup plus précise avec plus de renseignements au niveau de la plateforme. Il y avait une question de savoir s'il y avait un spot à Nantes. Donc, effectivement, Agathe, tu peux confirmer qu'il y a un spot qui est déjà bien développé à Nantes. Oui, tout à fait. Bah, ces Nantaises sont témoins de ça. Le spot à Nantes se développe fortement depuis surtout le mois de juin. Un grand groupe de bénévoles volontaires dans, pour l'instant, la structure de Coalia, dans un CADA de Coalia. On est en recherche justement en ce moment de développer les actions à Nantes, essayer de contacter d'autres structures d'accueil afin de proposer des actions à Nantes ou ses alentours, parce qu'il y a pas mal de bénévoles déjà présents. Donc, s'il y a des bénévoles, des futurs bénévoles motivés pour trouver d'autres structures d'accueil et rentrer en contact avec les centres pour développer les actions à Nantes, vous êtes la bienvenue. Et j'enchaîne sur simplement la petite question sur un Camille Toulouse. Il n'y a pas de spot à Toulouse. Le sud-ouest de la France n'est pas encore très Camille France. Donc, non, pas à Toulouse. Ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder, tout à fait. Bien. Y a-t-il d'autres questions? Moi, je n'en vois pas. Je ne sais pas si vous voyez sur le chat. Non. Bien. En tout cas, on a dépassé largement le temps. Et il y a encore pas mal de participants qui ne sont pas partis. Donc, un grand merci à tous ceux qui sont venus, tous ceux qui sont restés. Je crois qu'il y a un nouveau message. Il y a une dernière petite question sur Nice. Effectivement, oui, Nice, comme le disait Serge tout à l'heure, dans la grande région PACA, Draguignan propose ses consultations gynécologiques, mais effectivement, il y avait des partenariats un petit peu antérieurs au Covid qui avaient commencé à Nice notamment. Et dès 2021 est l'année un petit peu de la reprise de tous ces contacts-là. Donc oui, Nice est en tout cas un spot à surveiller. Toutes les personnes qui n'auront pas pu avoir bien sûr une réponse ce soir à leurs questions peuvent contacter Agathe, bien sûr, sur la mission Camille France ou le siège social, et on pourra un petit peu plus aller plus loin dans les réponses. Bien, je pense qu'il va être temps de conclure. Donc voilà, cette réunion, petite conférence, avait surtout pour but de vous présenter cette mission qui est en plein développement depuis le début de l'année, et de faire la publicité pour recueillir des adhésions, des partenariats et des engagements de toutes les personnes qui souhaitent agir et aider les femmes qui sont donc en détresse près de chez eux, parce qu'il y a des spots partout en France, donc il y a de quoi faire pour tout le monde. Donc, j'ai encore des questions sur la Drôme. Oui, Drôme-Ardèche. Ouais. Donc, non, il n'y a pas de spot, mais la Drôme n'est pas très loin d'un spot déjà bien installé, donc on peut tout à fait se contacter pour envisager des spots dans tous les spots qui sont proposés, notamment Bayonne. Je viens de voir un message aussi sur Bayonne où il n'y a pas de spot encore. Drôme et Ardèche non plus. Et pour la Drôme, j'ai répondu sur le chat, mais il y a 2 sages-femmes drômoises. Bon, la Drôme, c'est grand, mais
qui sont adhérentes GSF et déjà intéressées à l'idée de s'investir sur une mission. Donc, je pense que le plus simple, effectivement, c'est quand même de passer par Agathe et puis d'avoir les coordonnées. Moi, je peux transmettre, s'il faut, voilà, Agathe vous donnera mes coordonnées à Lyon ou nos coordonnées à Claudie Louet et moi pour qu'on fasse circuler l'information et qu'on mette les Drômoises ou les Ardéchoises et les Drômoises ensemble, éventuellement, s'il y a quelque chose que vous avez envie d'envisager. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter les uns et les autres de vive voix pour en parler plus précisément. Je pense que c'est plus facile. Et puis quand il y a des personnes qui veulent s'investir bénévolement, on recoupe aussi avec nos fichiers existants de personnes déjà enregistrées sur les différentes régions et villes. Donc des fois, ça peut permettre d'être plusieurs pour débuter une action. Très bien. Bon. Oui, bonjour, j'en profite, du coup, c'est la fin, mais pour les personnes qui restent, je rebondis sur ce que disait Serge tout à l'heure. Donc, moi, je suis la trésorière de l'Association nationale des sages-femmes libérales et on est en train de mettre en place un partenariat. Pour pouvoir permettre au maximum de sages-femmes libérales de connaître Gynécologie sans frontières et pourquoi pas de s'investir si elles ont envie. Voilà, donc c'est pour l'instant juste un lien, mais j'espère que ça pourra être un lien entre nos deux sites et puis un échange d'articles, notamment dans nos différentes revues. Mais voilà, au maximum de personnes et de sages-femmes, de soignants connaîtront votre association. Au maximum, on pourra aider toutes ces femmes qui en ont besoin. Merci et nous allons y arriver, j'en suis persuadé. Je pense aussi. Bien. Ils vont se dire au revoir. Déjà. Et, à très bientôt, j'espère. Richard, laisse 3 minutes, s'il te plaît, le Zoom allumé, parce qu'il y a des questions en privé Camille France et je suis en train de répondre, donc ce serait super d'avoir le Zoom encore actif, 2-3 petites minutes. Pas de souci, c'est moi qui ai à la main. Ah, merci, pardon. Je peux laisser. Merci. Peur de répondre à certains messages. Au revoir et puis à bientôt. À très bientôt tout le monde. Bonsoir. Merci à tous. Au revoir. Bonsoir. Salut. Merci. Bonne soirée. Quand on sera entre nous, je vais vous poser une question technique. Oui. Après, tu sais, Agathe, le Zoom est enregistré, donc je pense qu'on pourra récupérer toutes les questions. Le chat, oui. Non, ça y est, c'était une question et après j'ai cru que c'était à Camille France, mais en fait c'était à tout le monde. C'est une Camille qui demandait les coordonnées de GSF Camille France et comment contacter. J'avais peur que ça s'arrête d'un coup et que je ne puisse pas reconnaître qui était la personne. Ce que je pense qu'on va peut-être faire aussi, enfin on verra sans doute avec Richard, mais on mettra peut-être les différents PowerPoint disponibles sur le site par rapport à la soirée de Zoom. De la façon qu'on mettra aussi accessible le Facebook Live. Sur le site, on va faire un article dans la newsletter de janvier pour que tout le monde éventuellement puisse avoir la possibilité. Est-ce qu'on peut couper le direct sur Facebook? Oui. Oui, c'est une bonne idée. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut couper le direct sur Facebook Live. Oui, tout de suite.